Merci, merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation, effectivement, pour laquelle j'ai été hésitante. Donc, je maintiens, je ne connais rien au monde agricole, au monde de la donnée agricole. Je suis venue ici d'abord pour apprendre. Et depuis ce matin, effectivement, je me nourris intensément. Et j'en suis ravie. Donc, moi, ce que je vais essayer de vous apporter, c'est plutôt un regard un peu distant, un peu en surplomb, en allant regarder du côté d'autres mondes sociaux que celui du monde agricole, et de manière à essayer de voir en quoi ça peut nous aider à penser la place, la question de la donnée dans le monde agricole. Et avec un point de vue, une hypothèse, hein, c'est très assumé, sur l'idée qu'aujourd'hui on baigne dans une pensée, on pourrait même parler d'idéologie, qui considère la donnée comme une marchandise, et qu'il y a peut-être d'autres manières de penser, d'approcher cette donnée, quel que soit le monde dans lequel on l'étudie. Et c'est ces différents registres, ces différentes postures que je vais essayer d'explorer avec vous. Et pour commencer, alors peut-être, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, mais un des intervenants de la table ronde ce matin a fait une analogie, une métaphore que je vais commencer par réfuter. C'est la métaphore du nouvel or noir. Effectivement, depuis une dizaine d'années, chaque fois qu'on nous parle de big data, de mégadonnées, de traitement massif de la donnée, en permanence, cette analogie revient, pétrole du 21e siècle, data déluge, nouvel or noir, etc. Et cette métaphore, je pense qu'elle nous nuit. Elle nous nuit à plus d'un titre. Tout d'abord, elle est fausse. Elle est fausse. Alors, pourquoi? Du point de vue des économistes, l'information, la donnée étant une sorte d'information, hein, l'information, ce n'est pas un bien matériel, c'est un bien immatériel, bien entendu, c'est une platitude que de le dire. Et qui dit bien immatériel dit ressource qui est non rivale, non exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je vous vends ma vache ou mon tracteur, je m'en prive. Par contre, si je vous partage une information, une donnée, je peux continuer à l'utiliser. Et cette différence fondamentale établie par les économistes, elle est très importante, parce que si on l'intègre dans notre raisonnement, si on arrête de penser la donnée comme du pétrole, eh bien à ce moment-là, on peut commencer à penser partage, circulation. Sinon, on reste enfermé dans une vision du XXe siècle, une vision de l'ère industrielle, effectivement, qui était l'ère du pétrole, des usines, des machines-outils et que sais-je encore. C'est aussi une métaphore qui est nuisible dans la prolongation de ce que je viens de dire, parce qu'elle nous pousse, pour les mêmes raisons, elle nous pousse vers une logique de patrimonialisation de la donnée, c'est-à-dire une logique d'accumulation. On est là, les harpagons sur nos cassettes d'or, sur nos cassettes de données, et au lieu d'imaginer des modèles justement autour de ce partage qui vont plutôt s'inspirer de l'innovation de service et non pas de la valorisation directe de la donnée. Et puis, c'est également une métaphore qui est source de confusion. On parle tout le temps de data en général, de données en général, big data, etc. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, dans notre système juridique, il y a plusieurs ensembles de données. D'une part, des données qu'on peut appeler personnelles, donc parce qu'en droit, ce sont des données qui sont directement reliables à une personne identifiante ou identifiable. Et puis, des données qui ont perdu cette qualité de données personnelles parce qu'on les a agrégées, parce qu'on les a anonymisées, ou encore des données qui n'ont juste rien à voir avec des individus. Le stock de livres, la base de données des livres d'Amazon, elle ne raconte rien sur les individus. La géolocalisation des antennes téléphoniques d'un opérateur télécom, elle ne parle pas d'individus. Ce sont des données par essence non personnelles. Et en fait, on traite tout ça comme un seul ensemble quand on parle de nouvel or noir. Et je pense que c'est très important de garder des distinctions en tête, parce qu'on ne se confronte pas aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes, selon qu'on parle de données personnelles, de données anciennement personnelles anonymisées ou de données non personnelles. Et je vais passer très vite sur ce slide, mais les problématiques auxquelles nous sommes confrontés en fonction de ces trois sous-ensembles de données sont parfois les mêmes, parfois pas les mêmes. Parfois les mêmes, notamment la question de la sécurisation des données. C'est une question absolument essentielle aujourd'hui, qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que justement on massifie la collecte de la donnée. Et on entend, vous avez certainement entendu dans les médias régulièrement parler de vol de données, de chantage aux données. La semaine dernière, c'était la compagnie aérienne Cathay Pacific qui s'était fait voler plus de 9 millions de données de ses passagers. On estime qu'aux États-Unis, entre 2010 et 2019,
2017, il y a 176 millions de dossiers patients qui ont été dérobés. Donc vous voyez, c'est une problématique absolument essentielle. Une problématique également de protection de la vie privée qui, là, en principe, ne concerne que les données personnelles, hein, puisqu'évidemment, des données qui racontent des choses sur vous, à commencer par des données de santé qui font partie des données les plus sensibles, hein, avec les données d'orientation politique, de genre, etc. Si elles partent dans la nature, elles peuvent être utilisées contre vous pour de la discrimination et plein d'autres pratiques néfaste à l'individu, mais c'est une problématique qui peut aussi concerner la deuxième catégorie, parce que si on arrive à désanonymiser les données ex-personnelles, on les reverse dans les données personnelles et la problématique perdure. Il y a aussi des enjeux éthiques autour de ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais gardez-les en mémoire, parce qu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, le terme Big Data est passé un petit peu de mode. Hein. Maintenant, il faut parler d'IA, sinon on n'est plus très branché. Mais en réalité, on ne peut pas parler d'IA sans parler de données massives. Hein. L'intelligence artificielle n'a de sens que si elle peut explorer des grandes masses de données. Donc voilà des problématiques différentes que je ne fais qu'effleurer ici. On pourra en rediscuter éventuellement tout à l'heure si vous le désirez. Mais la question qui va m'occuper pour l'heure, c'est finalement toutes ces données que nous collectons, à qui profitent-elles? Et quand je dis à qui profitent-elles, est-ce que c'est à l'individu? Bien sûr, et c'est une première question. Hein. Par exemple, connaître, on parlait du nombre de pas des poulets ce matin, mais donc là, parlons du nombre de pas. J'étais très surprise de découvrir qu'on pouvait mettre des podomètres à des poulets, c'est formidable. Bon, parlons pour l'instant des podomètres qu'utilisent les humains. Voilà, récupérer cette information, celle de ma balance connectée, celle de mes pratiques en général, c'est des choses qui peuvent créer une forme de réflexivité chez l'individu, qui peuvent l'aider à se regarder lui-même, éventuellement à changer ses pratiques. Est-ce que la donnée va bénéficier au collecteur de la donnée, ce qu'on appelle le responsable de traitement en droit, hein, celui qui a produit un service à travers lequel la donnée va être coproduite entre l'usage d'un individu et l'entreprise ou l'acteur public, hein, ça peut être un organisme public ou privé qui a fourni le service. Est-ce que cela va servir l'intérêt général, au sens où on va, par exemple, ça va nourrir la recherche, ça va nourrir la connaissance? Voilà. Donc il faut garder en mémoire, là je cite trois bénéficiaires possibles de la donnée, mais en réalité, dans la vie d'une donnée, le nombre d'acteurs qui interviennent et qui peuvent potentiellement en tirer un bénéfice est extrêmement plus large, plus varié. Alors, je viens sur cette question de la valeur, parce que ce matin, j'ai entendu à la table ronde, on a beaucoup parlé de valeur au sens de valeur d'échange, de valeur marchande de la donnée. Or, en réalité, il faut en permanence garder en tête que la valeur d'une information en général, ça peut être sa valeur marchande, mais c'est d'abord sa valeur d'usage. Ça rejoint la question de mon slide précédent, c'est-à-dire à qui va-t-elle servir? À qui va-t-elle profiter? Ce matin, on a entendu parler de l'exploitant, on a entendu parler du consommateur, on a entendu parler de différents acteurs. Et donc, voilà, c'était très important de ne pas rabattre la question de la valeur sur la valeur d'échange. Sinon, encore une fois, on limite notre manière de réfléchir, on s'enferme dans un prisme qui bride notre imaginaire et notre capacité à créer de la valeur d'usage, cette fois-ci, autour de la donnée. Alors, rappelons-nous, et ça a été évoqué ce matin, la valeur de la donnée, cette fois-ci au sens, hein, je le prends dans son sens le plus large, aussi bien valeur d'échange que valeur d'usage, elle est conditionnée par un certain nombre de choses. Elle est conditionnée, on l'a dit, par la massification, c'est-à-dire pour qu'il y ait traitement algorithmique, il faut qu'il y ait beaucoup de données, mais ce qui va poser des enjeux de partage, des enjeux de gouvernance, à partir du moment où on veut rassembler différentes bases de données qui sont éparses, qui accepte de partager, à quelles conditions, avec qui. On a commencé à en parler ce matin, je reviendrai tout à l'heure, ça sera un peu le cœur de mon propos. Des problèmes de croisement avec d'autres données qui sont, on a parlé d'interopérabilité ce matin, effectivement il y a des enjeux de formatage de la donnée, mais aussi de qualité de la donnée. Et là je voudrais revenir sur un point qui a été soulevé par Nicolas Fortanet ce matin, qui est un point très important, qui est,
en permanence garder en tête que la donnée est un construit social. C'est-à-dire qu'on a tendance à imaginer que la donnée est une source d'objectivité, comme si la donnée nous venait de, je ne sais pas, de Dame Nature ou de Dieu ou de je ne sais qui, à qui vous voulez vous référer. Mais voilà, une sorte de source d'objectivité par nature. En réalité, la donnée embarque dans la manière dont on la collecte, la manière dont on la sélectionne, la manière dont on la traite, etc., elle embarque des visions du monde de ceux qui effectuent ce travail-là. Et donc, cela va avoir des conséquences ensuite sur la capacité à en faire usage et à la valoriser. Et puis, la valeur va venir évidemment de ce qu'on est capable de construire autour de cette donnée, des services qu'on va pouvoir être en capacité d'imaginer. Et là, la question, c'est qui aujourd'hui sait faire. Ce qui m'amène à mon point suivant, c'est que ce auquel on assiste aujourd'hui, et volontairement, je prends des exemples dans des mondes, encore une fois, bien éloignés de l'agriculture, on assiste à une effervescence d'apparition de nouveaux acteurs en tout genre qui viennent s'immiscer dans des mondes sociaux qui jusqu'ici étaient, on va dire, peu ou prou stabilisés et qui viennent les bousculer. L'exemple de la ville est caractéristique. La ville, globalement, vous aviez une gouvernance stabilisée entre les acteurs publics et puis un certain nombre de gros opérateurs, des Vinci et autres, des acteurs de l'immobilier. Bon, on connaissait, et puis des électeurs plus ou moins actifs. Aujourd'hui, on voit débarquer les Waze, les Airbnb, les Uber, etc., qui viennent bousculer cette gouvernance, qui viennent parfois désintermédier certains acteurs, ça a été dit ce matin, et qui sont tous des producteurs de données. Des données qui, en l'occurrence, pourraient être très utiles aux autres acteurs de la ville. Mais à quelles conditions, ces autres acteurs de la ville y ont-ils accès? On pourra y revenir tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est rarement le cas, ou c'est le cas sous condition. Si je prends l'exemple de Waze, aujourd'hui Waze accepte pourtant ce sont des données qui ont été co-construites avec les automobilistes. Tout le monde connaît Waze, j'imagine, je ne m'arrête pas, mais c'est des données qui ont été co-construites avec les automobilistes, puisque c'est les automobilistes qui signalent un accident sur la route, un radar, oui, enfin, après on peut porter le jugement qu'on veut sur Waze, c'est pas mon propos ici, mais voilà, de la donnée qui est co-construite avec des utilisateurs et que ensuite Waze va monétiser indirectement sous forme d'échange marchandises avec les villes en disant « Ok, je vous donne ma donnée, mais en échange, vous me donnez ceci, cela ». Des choses qui hérissent le poil d'un certain nombre de collectivités territoriales. Par exemple, La Rochelle a décidé de contourner Waze et de construire, avec la fabrique des mobilités dont je vous parlerai dans un instant, de construire un système alternatif pour justement ne pas être prisonnier de ce collecteur de données. On pourrait prendre d'autres exemples dans le domaine de la santé, où là on voit arriver des acteurs qui n'ont rien à voir avec le monde de la santé, de type IBM qui arrive avec son outil Watson, ou Google avec DeepMind, mais on pourrait en citer plein d'autres, et qui débarquent dans ce monde de la santé et qui sont là aussi non seulement des collecteurs de données, on voit arriver des data brokers de données comme Open Health Company. Alors les data brokers, courtiers de données en français, ce sont ces acteurs qui sont des intermédiaires de la donnée, qui vont acheter ou récupérer des bases de données, qui les rassemblent et qui les revendent. Voilà, dans la justice, avec des startups qui viennent promettre aux juges qui vont les aider à prononcer les décisions les plus justes possibles, faire des prédictions sur, par exemple, les taux de comment on appelle ça, de reproduction. Je retrouve. Pardon ? Non, de récidive. Merci, voilà, je ne retrouvais pas mes mots. Voilà, dans le monde du travail, si vous regardez en France, je crois qu'on en est à environ 150 startups qui proposent ce qu'on appelle du data RH pour aider les entreprises à anticiper sur le turnover, à aider à des parcours de mobilité à l'intérieur de l'entreprise et que sais-je encore. Voilà. Et tous ces nouveaux acteurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que la place de la donnée peut être différente d'un acteur à l'autre. Pour certains, elle va être, là aussi pour reprendre un terme d'économiste, une forme d'externalité positive. C'est-à-dire, ce n'est pas le cœur de leur modèle d'affaires. Le cœur de leur modèle d'affaires, si je reprends un exemple comme Airbnb, c'est la commission. Mais au passage, elle génère de la donnée. Et certaines vont décider de l'intégrer dans leur modèle d'affaires ou pas. La plupart ont tendance à ne pas s'en priver. Par exemple, les enceintes connectées qui sont si à la mode en ce moment pour les cadeaux de Noël, les Google Home et compagnie,
non seulement vous payez l'enceinte, mais en plus vous fournissez des tas d'informations sur vos interactions avec cette enceinte connectée, et ces interactions vont nourrir un modèle publicitaire ou un modèle d'orientation. On retrouve des industries qui sont dans des stratégies d'influence, ça a été mentionné ce matin aussi, qui vont orienter vos modèles de consommation. D'autres sont sur des modèles, on va dire, plus donnant-donnant autour de la donnée, que ce soit directement dans la relation au consommateur, ce qu'on appelle le B2C, ou dans la relation à d'autres acteurs professionnels. Par exemple, je lisais l'autre jour le cas d'un éditeur de logiciels pour le médecin de ville, qui, normalement, ces logiciels sont commercialisés auprès des médecins. Eh bien, cet éditeur annonçait qu'il allait délivrer gratuitement son logiciel, distribuer gratuitement son logiciel, mais en demandant au médecin en échange de lui remonter l'ensemble des données de ses usages. Donc, vous voyez, on est aussi sur des modèles hyper complexes. Alors, pourquoi tout cela est problématique? D'abord, c'est une économie, ce qu'on pourrait appeler une économie sous dépendance, dans le sens où on voit arriver ces nouveaux acteurs qui vont... le cas le plus exemplaire, c'est certainement Google Maps, qui est une base de données cartographique où au départ c'était gratuit, puis jusqu'à un seuil de requête très élevé. Et aujourd'hui, Google a fermé le robinet, si je puis dire. Et donc tous les acteurs qui avaient construit des services, par exemple des agences immobilières en utilisant Google Maps, sont prisonniers maintenant de cet acteur qui tendent à devenir monopolistiques. Souvent, ce sont des informations qui sont en quelque sorte préemptées. Je ne reviens pas sur l'exemple de Waze, où des acteurs, notamment des acteurs publics, ont l'impression d'être dépouillés d'informations qui pourraient leur être très utiles, par exemple pour leur schéma directeur de développement des transports publics. Disposer des informations sur d'Airbnb ou de Waze serait essentiel. Et puis aussi, ça peut être des services empêchés. Je prends des exemples un peu historiques, mais au départ, peut-être vous avez suivi, sans être parisien, le conflit entre la mairie de Paris et Vélib. Pendant des années, Deco, qui était donc le prestataire à l'époque, refusait de partager les données sorties des usages de Vélib avec la mairie. Information absolument essentielle. Pareil avec les compteurs Linky, au départ, les énergéticiens voulaient garder ces données pour eux. Il a fallu une intervention réglementaire pour les obliger, pour leur forcer la main. Et puis ça peut être aussi une innovation qui est freinée. Pourquoi freiner? Dans le cas de la santé, par exemple, on a besoin de données tellement massives que si on les garde enfermées dans silos, eh bien, on ne peut pas faire tourner les algorithmes dont on a besoin. Alors, quelles sont les alternatives? Et je vais vous proposer deux modèles. Un premier modèle qui est ce qu'on pourrait appeler la donnée en bien commun ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? Très vite, parce que je vois que, comme d'habitude, je déborde mon temps. C'est ce que j'allais vous dire. Je vais très vite. Donc, le bien commun, et je me réfère aux travaux d'Elinor Ostrom, qui était la prix Nobel 2009, c'est une ressource partagée, donc qui échappe à des régimes de propriété classiques, gérée par une communauté qui va se doter d'une gouvernance pour décider qui a accès à cette donnée, à cette ressource, que ce soit une donnée ou une autre. Ça peut être un champ, un four à pain ou que sais-je. Le commun, ce n'est pas un modèle nouveau, c'est un modèle historique, mais qui revient sur le devant de la scène avec le numérique. Alors, différents communs possibles autour de la donnée, des communs, je dirais, par constitution, c'est-à-dire qu'ils ont été pensés dès le départ comme ça. C'est le cas de OpenStreetMap, qui est l'alternative à Google Maps, ou d'OpenFoodFact, dont on parlera dans un instant. Ça peut être de la donnée qui a été au départ récoltée par un acteur public qui décide de la mettre en commun, de l'ouvrir. C'est tout ce qu'on appelle l'open data, l'open data qui peut être du gouvernement ou des collectivités territoriales. Ça peut être par ouverture du secteur privé, soit sur une base volontaire, soit à l'initiative de l'acteur public qui demande, qui exige en quelque sorte de l'acteur privé d'ouvrir ses données. On en a eu dans le passé, il y a déjà eu deux lois, une qui n'a jamais fini d'aboutir puisque le décret n'est jamais passé, qui était la loi mobilité, qui obligeait les transporteurs, la loi Macron on l'appelait à l'époque, obligeait les transporteurs à partager leurs données, et la loi de transition énergétique et croissance verte sur les données des énergéticiens. La deuxième approche, c'est la donnée comme un bien commun de club, c'est-à-dire non pas ouverte
à tous de façon universelle, mais ouverte uniquement à un certain nombre d'acteurs. Alors, ce bien de club, ça peut être par auto-organisation d'un secteur. Ici, la Fabrique des mobilités, mais autour de la table, les acteurs du secteur automobile et autres de la mobilité pour partager des ressources logicielles et des données. Ça peut être des coopératives. Aujourd'hui, il y a des alternatives au Deliveroo, au Uber qui décident, ce sont des chauffeurs ou des livreurs qui se mettent ensemble pour construire des coopératives et partager les données. Ça peut être là encore à l'initiative de l'acteur public. Dans la loi République numérique de 2016, on a cette notion de données d'intérêt général où un acteur public qui passe un marché public peut récupérer les données du prestataire pour éviter de revivre la mésaventure Vélib, si je puis dire. Ça peut être une initiative, comme on la voit apparaître en ce moment dans la suite du rapport Villani, qui est le débat autour du Health Data Hub, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement met autour de la table tous les grands acteurs de la santé pour dire « ça suffit maintenant, on partage la donnée, on y va, on construit une infrastructure commune ». Ou ça peut être par une initiative d'un acteur qui a une gouvernance partagée. Par exemple, mydata.coop, c'est une coopérative dans laquelle des patients peuvent partager des données de santé, mais au lieu que la valeur soit préemptée par la plateforme, eh bien, le devenir de cette valeur est co-décidé avec les patients. Voilà, pour finir, et je m'arrêterai là, ce sera mon dernier slide. En quoi tout cela, je vais très vite, excusez-moi, voilà, il y aurait tellement de choses à dire. C'est un peu frustrant. C'est frustrant, voilà. J'espère que ça reste compréhensible quand même, parce que je vais très très vite. Cela peut nous inspirer, parce qu'on peut imaginer différents scénarios pour le monde agricole. Des nouveaux intermédiaires, on en a vu ce matin, on en a entendu parler, il y en a beaucoup dans les entreprises qui sont présentes sur les différents stands ou qui sont en train de pitcher. Qui vont capter ces données, qui vont les valoriser sans que nécessairement le monde agricole ait voix au chapitre. C'est-à-dire, à part dire « ok, je suis d'accord », ça s'arrête là. Donner son consentement, il y aurait beaucoup à dire sur la valeur du consentement. Donc la question, c'est pourquoi pas ? Si vous considérez à un moment qu'on est dans une forme de don contre don qui se justifie. Mais en tout cas, ça mérite débat. Ça ne peut pas juste être acté. Une autre approche, ce serait au contraire de construire des coopératives de données. Alors là, je prends le mot coopérative, pas forcément dans le sens de la coopérative agricole telle que vous la connaissez, dans un sens plus générique, en imaginant des négociations collectives du monde agricole pour aller vers ces mutualisations de données. Et là, on peut imaginer différentes architectures, différentes formes de régulation de ce partage de données, avec des données plus ou moins ouvertes ou des données de club, pour reprendre les deux modèles de mes deux slides précédents, et puis avec une accessibilité plus ou moins grande. Et puis enfin, on pourrait imaginer, ne l'écartons pas, qu'à un moment, un acteur public décide que certaines données venues du monde agricole sont tellement importantes pour l'intérêt général, pour des questions de santé environnementale ou que sais-je, qu'il force la main en quelque sorte des collecteurs, des responsables de traitement, des collecteurs de données agricoles, en leur disant ce type de données, nous avons besoin, la société a besoin qu'on les mette en données ouvertes, ne serait-ce que pour des raisons de transparence qui ont été évoquées, entre autres, ce matin. Je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup, Valérie Peugeot. Merci de vos applaudissements. Vous venez nous rejoindre. Alors, on aura l'occasion, après l'exposé de Stéphane Gigantet, d'avoir un débat global avec vous deux et la salle. Peut-être je reviendrai quand même sur un des points que vous avez cité tout à l'heure, bien commun, open data. C'était une des hypothèses. Ce matin, on a vu deux exemples d'entreprises, je pense à Terena et à Pronosia, qui ont mis de l'énergie, de l'argent aussi pour constituer des bases de données ou de l'interopérabilité des données existantes pour Terena à travers une plateforme. Tout ça, ça a quand même un coût, bien entendu, de développement pour l'entreprise. Alors, comment peut-on concilier de l'open data tout en respectant le travail des entreprises ?
Alors, je ne me prononcerai pas sur le modèle d'affaires spécifique de ces deux entreprises, c'était deux bien exemples, entendu. ouais. Non, mais je serais bien en peine de le faire. Mais en fait, on peut très bien imaginer des régimes hybrides, c'est-à-dire qu'un même collecteur de données peut décider qu'une partie des données vont être mises en open data, c'est-à-dire en accès universel Libre. pour tous, libre, voilà, gratuitement, etc. Et que d'autres données, au contraire, vont être accessibles via une API, avec une licence qui conditionne l'accès à ces données. Mais surtout, ce qui est plus... Alors, c'est des modèles hybrides où on va dire, par exemple, accès restreint pour des données chaudes, accès ouvert pour des données froides, accès restreint pour une quantité importante de données, accès ouvert pour pardon, le contraire, pardon, accès ouvert pour des petites quantités de données, accès fermé ou limité plutôt, et payant pour des quantités massives. Voilà, bon, il y a plein de modèles différents. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'imaginer, et on le voit dans d'autres univers, de déporter le modèle économique vers le service qui est autour. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire le partage de la donnée, enfin, ne pas construire un modèle économique uniquement sur la commercialisation de l'accès aux données, mais plutôt sur du service construit autour de cette donnée. Et là, on résout un peu l'équation que vous pointiez à l'instant. Et on voit de plus en plus d'acteurs dans différents mondes qui sortent un peu de cette fascination pour la commercialisation de la donnée et au contraire vont imaginer des modèles serviciels. Et on sait qu'il y a une réflexion au niveau national par un certain nombre d'organisations agricoles qui, pensant qu'il y a plein de données en agriculture, dans l'agroalimentaire et tout autour, ce sont des données importantes et qui pourraient être utiles, mais qui ne sont pas connectées les unes aux autres, qui essayent de réfléchir, de bâtir, même j'allais dire, un projet de mise en commun de toutes ces données, météo, cartographie, données d'exploitation, pour ensuite le gérer au niveau des organisations agricoles, que ça n'échappe pas complètement et que ce ne soit pas un GAFA qui vienne faire ce que vous aviez. Est-ce que ça vous paraît, vous, une démarche intéressante, intellectuellement, même si vous ne la connaissez pas directement ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on est effectivement dans une approche assez stratégique et qui rejoint mon avant-dernier slide sur l'approche un commun de club. C'est un peu l'équivalent de ce qui est en train d'être monté dans le domaine de la santé avec le Health Data Hub, si j'entends bien ce que vous me décrivez. Dire que voilà, on sort de chacun crée sa base dans son côté, chacun essaye de la valoriser plus ou moins bien selon tous les modèles de la valorisation. On met ça en commun, et ce qui permet de booster l'innovation, puisque qui dit partage de données dit possibilité de faire tourner des algorithmes qui ne tourneraient pas autrement, et donc de produire de la connaissance ou du service. Quitte à contractualiser ensuite pour savoir comment on l'utilise, quoi. Oui, mais là, vous allez vendre le service, du coup, et non pas la donnée. C'est-à-dire, voilà, l'information qui va pouvoir être financée selon les cas par un acteur public qui en a besoin pour, par exemple, son suivi de la santé des Français croisé avec... Aujourd'hui, le monde de la santé a besoin de plus en plus de croiser des données de santé avec des données environnementales. Voilà, c'est vraiment la promesse. L'autre jour, je discutais avec la directrice de la cohorte Constance, qui est donc la plus grosse cohorte en France, qui rassemble 200 000 patients. Et elle, en permanence, c'est ça son travail, c'est-à-dire d'aller chercher de la donnée hors du monde de la santé pour, par exemple, croiser ça avec des données sur l'usage de produits phytosanitaires pour savoir est-ce que ça impacte, quelle pathologie, etc. Donc, cette valeur-là, vous voyez bien qu'on est vraiment sur des questions d'intérêt général et pas seulement d'un tel ou un tel. Ce qui ne veut pas dire après que la même base de données mutualisée que vous me décrivez ne va pas aussi servir sur des objets beaucoup plus pointus, beaucoup plus précis, nécessaires à tel exploitant ou telle filière. Bien sûr, c'est le but, d'ailleurs, c'est que ce soit utile. Qui peut le plus, peut le moins, si je puis dire. D'accord. Une dernière question, plutôt pour rire. J'ai entendu ce matin M. Hardillon dire qu'un opérateur de téléphonie chinoise allait pucer plusieurs milliards d'animaux pour pouvoir suivre leur comportement. Est-ce que c'est la stratégie de Orange ? Alors, je vous rassure. Ou les podomètres, ça avait l'air de vous intéresser. Les podomètres poulets, je pense qu'il y a une piste peut-être à développer. Je vais en parler à mes collègues, tout à fait. Merci beaucoup.